Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? On a dit qu'on le faisait en français, donc j'espère qu'il n'y a pas de non-francophones dans la salle. Sinon, je peux faire double traduction à la volée. Je suis Frédéric Rivin, je suis le CTO de Dashlane. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de l'évolution de l'organisation chez Dashlane et comment est-ce qu'on a itéré au fil du temps, et un peu vous partager cette aventure et espérer que ça puisse en inspirer certains. Alors, on va commencer par les... J'ai récupéré le bip. Tac. Merci aux sponsors, on les a déjà vus tout à l'heure, donc merci à eux, c'est grâce à eux aussi en partie qu'on peut être là tous rassemblés aujourd'hui. Et on y va, on attaque. Donc comme je disais, je veux vous partager un peu l'aventure de Dashlane. Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Dashlane dans la salle, si vous pouvez lever la main. Ah, pas suffisamment. C'est très bien Dashlane, il faut utiliser. On fait un gestionnaire de mots de passe, on fait un outil qui vous permet de à la fois stocker vos identifiants numériques, et puis surtout la grande magie de Dashlane, c'est quand vous allez naviguer sur Internet, on va se charger de remplir automatiquement les formulaires pour vous. Donc si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez jamais utilisé de gestionnaire de mots de passe, je vous encourage fortement à essayer. On est une société qui a été fondée en 2009. C'est au départ en fait un projet de fin d'études de 3 centraliens, sponsorisé d'une certaine façon par Bernard Liotto, qui est un des gros investisseurs de la tech française. Et puis c'est parti comme ça. Le projet de fin d'études a bien marché. Bernard a dit ça vous dit que je vous finance. Et puis ils ont construit Dashlane. Ça a été créé l'année d'après. Et puis ça fait 10 ans. Aujourd'hui, on est presque 300. En fait, ces chiffres sont un petit peu obsolètes, mais on est presque 300 répartis entre la France, le Portugal et les États-Unis. Et pour vous donner un ordre de grandeur, l'équipe Product Engineering, c'est presque 150 personnes réparties en une vingtaine d'équipes agiles. Et on a à la fois une ligne de produit qui est grand public et une ligne de produit entreprise. Ça, c'est un peu notre spécificité. On était parti d'un produit très grand public pour tout un chacun gérer ses mots de passe à la maison. Et puis évidemment, avec le temps, comme ça fait beaucoup de sens de l'avoir aussi en entreprise, on a créé à la fois la partie B2C et la partie B2B. Ça, c'est pour vous peindre un peu le contexte. Et dans l'équipe engineering, pour vous donner un ordre d'idée, il y a effectivement classiquement des ingénieurs, des développeurs, mais aussi tout ce qui est gestion de projet, qualité, et aussi la partie sécurité, puisque comme on gère des mots de passe, c'est une partie importante de notre business. Quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'on a toujours eu une approche la plus itérative possible. Ça a été vraiment une évolution progressive de notre organisation. On ne s'est pas dit qu'on avait la science infuse, bien évidemment. On a essayé d'adapter un petit peu notre organisation au fil du temps en fonction de ce dont on avait besoin sur le moment, en fonction de l'évolution de la structure, de l'évolution de l'organisation. Et puis on s'est adapté, on s'est remis en question et on a évolué en fonction de notre maturité d'entreprise. Alors je vous fais un petit aperçu global, mais tout a commencé avec les 3 ingénieurs à Centrale dans leur garage, ou à peu près. Il a fallu attendre 2014, donc finalement quasiment 5 ans après, pour commencer à vraiment se dire tiens, ce serait peut-être bien qu'on structure un peu mieux et qu'on mette un peu des méthodologies, etc. Alors ils n'ont pas inventé la roue, ils sont allés prendre Scrum et ils l'ont mis en place un peu by the book, vraiment de façon très orthodoxe. Ça marchait, mais pas complètement. En 2016, on a intégré une notion de portfolio pour essayer d'aligner un peu plus les différentes équipes. On a commencé à intégrer la notion d'OKR pour gérer un petit peu les objectifs de chacune des équipes et de la même façon assurer un peu plus d'alignement. 2017, c'est là où on a fait un peu notre big bang organisationnel. On avait historiquement des équipes très techniques et là, on a basculé en mode plus feature teams. Je vais vous en parler un peu plus en détail. 2018, on évolue sur les feature teams. On appelle ça des mission teams. 2019, on rajoute une seconde track pour gérer l'investissement technique. On avait du mal à maintenir nos écosystèmes techniques, on avait du mal à alimenter les chantiers techniques, donc on crée une deuxième track. Une triple track en 2020, donc assez récemment. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'était pour nous la triple track. Bon, on est dans les acronymes parce que forcément c'est aussi des slides que j'utilise avec les équipes et avec les nouveaux arrivants, mais en 2021 on a parlé d'un playbook qui s'appelait Feature Development Cycle, FDC, un playbook de pratique pour pouvoir un peu homogénéiser la façon dont les équipes fonctionnaient entre elles. Et puis 2022 on verra, on n'y est pas encore, donc ça va être un peu le futur de qu'est-ce qu'on fera demain en termes de changement. Et finalement, tout ça pour dire que trouver la bonne organisation, c'est un peu où est Charlie, quoi. Trouver Charlie dans l'image, là, c'est un peu chercher l'aiguille dans la botte de foin, c'est un peu chercher la bonne organisation au bon moment, en fonction du contexte, en fonction de nos pain points aussi, des choses qui nous posent problème, et essayer de trouver ce qui va être le plus efficace pour que l'organisation fonctionne le mieux, finalement.
J'aime bien toujours commencer par cette notion de half-baked agility. Alors, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est un gars qui s'appelle Felipe Castro, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un coach agile qui est plus particulièrement concentré sur tout ce qui est OKR et la gestion de la performance des collectives. Mais il a écrit plein de choses très intéressantes, donc si jamais vous n'avez pas entendu parler de lui, vous pouvez faire un coup de Google et trouver un petit peu ce qu'il raconte. Et lui, il parle de half-baked agility. Il dit, en gros, bon, on parle beaucoup d'agilité, etc., mais la plupart des gens font de l'agilité à moitié, hein, ou pas vraiment, parce qu'il y a plusieurs couches, finalement, dans l'agilité. Il y a la première couche de base, qui est celle qui est la plus classique, la plus connue, la partie opérationnelle, les méthodologies projet, le Scrum, le Kanban, etc., dans lesquelles on essaie d'insuffler des principes agiles. Et ça, c'est la partie la plus immergée de l'iceberg, finalement, la plus facile. Mais au-dessus, il y a pas mal de couches supplémentaires. Au-dessus, on a parlé de Lean tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on gère les tactiques autour de notre organisation, comment est-ce qu'on décide dans quel ordre on va faire les choses, comment est-ce qu'on priorise. Et puis au-dessus, il y a la partie stratégie. Alors c'est là où on va peut-être injecter aussi les OKR ou une façon de gérer les buts et les goals de façon un peu différente. Et puis le plus dur, le plus compliqué, c'est le haut de la pyramide, c'est la culture. Est-ce que notre entreprise est réellement agile de façon globale, ou est-ce que finalement on a une notion top-down de stratégie et on essaie d'avoir une petite bulle agile au sein des équipes de développement. Tout ça, c'est très dur. Et évidemment, souvent, on part d'en bas et puis on essaie de remonter vers le haut. On oscille en fonction des moments et en fonction aussi des membres des équipes, parce que c'est aussi quelque chose qu'on fait tous ensemble. Mais j'aime bien en tout cas repartir de là, parce que c'est pour montrer que le changement, il n'est pas que au niveau des ingénieurs, il n'est pas que au niveau de l'équipe produit, il est vraiment au cœur de toute l'entreprise, et c'est important de l'avoir en tête. Alors là, je vous refais un peu d'historique, parce que c'est intéressant de voir comment on a itéré justement. Donc je vous disais tout à l'heure qu'au départ, on avait des équipes très techniques. On avait une équipe iOS, on avait une équipe Android, etc. Et ça, c'était juste issu d'un historique. Chez Dashlane, au tout début, on a recruté notre premier développeur iOS. Il a construit l'application iOS Dashlane, et puis il a construit une équipe autour de lui. Donc ça a été historiquement construit comme ça. Et finalement, ça marchait pas mal quand l'équipe était toute petite, pas grand monde. Mais quand on a commencé à grandir, quand on a commencé à avoir du B2C, du B2B avec des partenaires et des enjeux qui se multiplient sur la même équipe, c'est là où on a vu les limites du modèle. Et ça marchait plus trop. On avait des problèmes de synchronisation entre les équipes. On avait des incohérences qui commençaient à apparaître dans le produit. Et puis on avait des équipes surtout qui ne savaient pas où donner de la tête. Il y avait l'équipe de vente qui disait « Ah, mais moi j'ai besoin de telle fonctionnalité pour telle entreprise ». On avait le marketing qui voulait telle nouvelle fonctionnalité pour les clients grand public, etc. Donc ça marchait plus trop. Et on s'est dit qu'il était temps de changer. Un dernier enjeu qu'on avait, c'est que malgré le fait que ce soit des équipes techniques, elles avaient quand même du mal à faire investir sur la technique, parce qu'elles avaient le produit et le business qui disaient non, moi j'ai besoin de ça. Et puis on avait la pression, on connaît tout ça, la pression du business qui passait devant les chantiers techniques. Donc c'est à ce moment-là on a fait un shift assez traditionnel. En 2016-2017, on est passé en mode feature team. Pareil, on n'a pas inventé la roue, on est allé s'inspirer de ce qui a été fait par d'autres, en particulier par Spotify qui avait beaucoup promu son modèle à l'époque. Mais nous, on l'a fait un peu à notre sauce. Donc on avait des sortes de feature teams, au sens qu'on a mutualisé toutes les compétences nécessaires pour que l'équipe soit autonome. Et on a construit ça autour de notre cycle de vie business. Donc on a créé une équipe acquisition, une équipe rétention, une équipe conversion, des équipes plus orientées B2B, des équipes plus orientées partenariat. Et chacune avait en fait une sorte d'interlocuteur business privilégié. Donc l'équipe acquisition travaillait plus particulièrement vers le marketing, l'équipe conversion plus particulièrement vers la finance et ce genre de métier, etc. Ça a été un gros big bang, on a décidé de le faire comme ça, on s'est tous parlé tous ensemble, on s'est dit est-ce qu'on fait un pilote, on essaye doucement, etc. Non, finalement on a dit on fait un gros big bang, et puis on a fini finalement le deuxième trimestre de l'année en disant voilà, on clôture les roadmaps. On a fait une semaine où on s'est tous rassemblés, on a fait des grands team building, etc. Puis on a reconstruit les équipes et on a redémarré comme ça le troisième trimestre. Et puis c'était un moment assez chouette. Alors on ne savait pas trop dans quoi on allait aller, et on savait qu'il y allait avoir beaucoup d'obstacles, mais c'est le choix que l'équipe avait fait de le faire. Évidemment, il y a des choses qui marchaient bien, il y a des choses qui marchaient moins bien. Une des choses qui marchait moins bien dans notre nouveau modèle, c'est que quand on parle d'un périmètre rétention, la rétention d'un client, c'est extrêmement vaste. Et l'équipe produit en particulier avait du mal à se dire comment est-ce que je construis une roadmap autour de la rétention. Je peux avoir des projets qui sont des projets massifs qui vont me prendre 18 mois, des petites optimisations qui vont faire juste 1% d'incrément. Comment est-ce que je trouve cet équilibre-là? Et puis on avait en fait des roadmaps qui oscillaient, qui se cherchaient, qui n'étaient pas vraiment très efficaces. Donc on s'est dit, on va un peu tuner le modèle. Et c'est là où on a créé en gros les mission teams. Les mission teams, c'était quoi finalement? C'était, on ne veut pas avoir des business teams avec un périmètre trop vaste. On ne veut pas, à l'inverse, avoir des équipes projets où on dit juste fais ce projet-là et délivre ce projet-là, parce que là, c'était
vraiment pas très enthousiasmant pour les équipes. Donc voilà, on a fait un compromis entre les deux. On s'est dit, chaque équipe va avoir un mandat, elle va se donner un objectif qui va durer pendant un certain temps. Et puis une fois que l'objectif est atteint, soit on continue, on décide de continuer parce qu'on a envie de faire encore mieux, soit on décide que c'est bien, on va passer à un autre objectif. Et ça servait en finalement 2 enjeux pour nous. Le premier, c'est qu'on était encore une start-up assez jeune qui cherchait un peu son product market fit. Donc on avait besoin d'avoir la flexibilité d'essayer des choses différentes et de changer régulièrement d'objectifs. Et puis ça permettait de donner beaucoup de clarté pour les équipes de se dire, OK, mon objectif, c'est de faire que les utilisateurs mettent plus de mots de passe dans Dashlane. Donc ça, c'est assez simple, mais ça leur permet d'avoir la créativité et la place d'innover, de réfléchir à comment est-ce que j'atteins cet objectif-là. Ça allait bien évidemment de façon très main dans la main avec des OKR, où on définit effectivement l'objectif et puis après les métriques pour le mesurer. Donc ça, c'était pas mal, c'était une bonne itération. Les équipes étaient assez contentes. On avait donc des équipes un peu cross-fonctionnelles, avec les différents métiers rassemblés au sein des différentes mission teams. Généralement, voilà, des petites équipes comme on peut l'imaginer classiquement, un product manager, de 2 à 6 ingénieurs, du design, de la QA, voilà, tout le monde était un peu rassemblé. D'ailleurs, à cette époque-là, on n'avait pas réellement de fonction de gestion de projet. Le Scrum Master, s'il existait, était quelqu'un qui portait le rôle au titre de l'équipe. Et d'ailleurs, on avait par contre un des effets induits de ça, c'est que il fallait construire ces équipes. Et construire ces équipes, ça nécessitait quand même des exercices de staffing assez réguliers pour se dire, tiens, j'ai X personnes dans l'équipe, comment est-ce que je peux construire mes équipes en fonction des besoins? Et parfois, ce n'était pas toujours très facile parce qu'on n'a pas suffisamment de développeurs mobiles ou on n'a pas suffisamment de développeurs web, etc. Donc ça, c'était un peu un des effets induits par ce modèle-là, c'est que on staffe beaucoup, on doit beaucoup réfléchir à comment est-ce qu'on organise les équipes, et puis les équipes, elles ont des besoins, et donc tout ça, c'est pas facile toujours. Une des choses qu'on avait décidé de maintenir malgré ces mission teams, parce que vous voyez, finalement, les gens sont distribués dans les différentes mission teams, mais on avait besoin de garder quand même une certaine cohérence au sein des fonctions techniques, des métiers techniques. Donc les développeurs iOS, par exemple, ils étaient rassemblés autour de ce qu'on appelait une plateforme, qui était une communauté de pratique de tous les développeurs iOS, avec généralement d'ailleurs un manager iOS qui encadrait ces gens-là. Donc eux, ils se retrouvaient de façon un peu transverse à toutes les mission teams, pour garder justement la cohérence de la plateforme technique. Alors justement, on a parlé de... Hop, j'enchaîne. On a parlé beaucoup de produits, on a parlé beaucoup de missions, etc. Mais comment est-ce qu'on gérait notre investissement technique? Et le problème, c'est que là, j'ai repris le terme de Half-Baked Agility, mais on avait un peu un investissement technique qui était à moitié cuit. On avait beaucoup de mal à le faire. Et il a fallu qu'on résolve un petit peu ce problème-là. C'était une des itérations et qui a conduit à ce que justement on remette en question un petit peu le modèle des mission teams dans l'état pour trouver une solution à ce chantier technique. Généralement, on a testé plein de choses en fait finalement. On a testé au début en disant dans les sprints, il y aura 10% qui sera alloué à la technique. Donc chacun avait ses stories ou ses tâches techniques au sein du sprint. Ça, bien évidemment, ça marche moyen parce que quand on a quelque chose qu'il va falloir livrer et puis le marketing, ils attendent parce qu'ils vont faire une campagne marketing, c'est la première chose qui passe à la trappe. On a essayé de se dire, on va essayer de sanctuariser un petit peu ce temps-là. Donc tous les vendredis, c'est pour la technique. Ça marchait pas mal, mais en fait, c'était trop saucissonné. Les gens avaient du mal à travailler 4 jours sur un sujet, puis un jour sur un sujet, puis 4 jours sur un sujet. Donc on s'est dit, on fait 2 jours toutes les 2 semaines. Ça, c'était un petit peu mieux. On a atteint finalement par faire une semaine toutes les 3 semaines. Donc on faisait 2 semaines de sprint un peu classique, puis une semaine de technique. Et c'était pas mal, mais finalement... ça permettait déjà aux communautés de se retrouver, ça permettait aux plateformes de revenir ensemble, de partager leurs enjeux techniques, de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Mais ça restait quand même beaucoup de ce qu'on appelle de context switching, de changement de contexte, etc. C'était plus simple pour la priorisation, parce qu'à ce moment-là, quand le temps était sanctuarisé, il n'y avait pas le choix. On avait une semaine toutes les 3 semaines pour travailler sur la technique. C'était mieux parce que ça nous forçait d'une certaine façon à s'assurer qu'on investissait dans la technique. Mais le problème, c'est que, voilà, comme je disais, on passait notre temps à changer. On avait la difficulté de se dire comment est-ce que je fais un chantier long terme où j'ai besoin d'investir sur le long terme sur un changement de base de données ou un refactor long, parce que c'était saucissonné, c'est vraiment pas très pratique pour les développeurs. Et puis le problème classique, c'est que finalement, on faisait un peu de technique aussi sur la partie sprint, on va dire, produit et vice-versa. Donc, bon, c'était pas idéal. Et donc, on s'est remis en cause, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à mieux gérer ça? En réalité, à ce moment-là, la structure avait un peu évolué, on était plus gros, etc. Donc ça nous donnait aussi plus d'opportunités de réfléchir à une organisation un peu différente. Et on s'est dit, on n'a qu'à créer 2 tracks distincts. Donc il y a d'un côté les mission teams, qui sont là pour faire avancer le business, avancer le produit, etc. Et puis en parallèle, on va maintenir du temps dédié full-time sur les plateformes.
Et on s'est dit à l'époque, on se rend compte empiriquement qu'en fait, il nous faut à peu près 25% de notre temps sur les chantiers techniques. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, il n'y a pas le choix. J'ai une équipe Android avec 6 personnes, par exemple. J'en mets 4 qui sont distribués dans les mission teams et j'en mets 2 qui sont dans la plateforme technique. Donc, on crée une équipe plateforme avec un mandat technique qui est là pour justement s'assurer que on avance sur ces sujets aussi, parce que c'est extrêmement important dans notre produit. On était capable de faire ça aussi à ce moment-là parce que, comme je disais, on avait grandi, donc on avait suffisamment de membres d'équipe pour pouvoir faire une distribution qui faisait du sens. Quand on était plus petit, on avait 2 développeurs Android, on n'allait pas couper un des développeurs en 2 pour faire ces 25%. Et alors comment ça fonctionnait? Finalement, les plateformes squads, c'est comme ça qu'on les a appelées pour les différencier des mission teams, ça fonctionnait de façon un peu similaire. On avait pas mal d'autonomie, donc chaque plateforme squad, elle définissait sa roadmap avec ses propres objectifs et ses propres enjeux, bien évidemment alignés avec une stratégie engineering qui disait, voilà, technologiquement, on veut aller dans telle direction. On avait des reviews toutes les 2 semaines. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a maintenu, quelle que soit un petit peu la typologie projet des équipes, mais on s'est dit, c'est important tous les 15 jours d'avoir un point de passage entre l'équipe, déjà pour se rassembler, se dire où est-ce qu'on en est, mais aussi avec les stakeholders autour de l'équipe pour poser des questions, etc. Donc on a maintenu ça sur les plateformes squad. Le product owner, finalement, si on parlait d'un product owner, c'était le tech lead de la plateforme. Donc ça ne changeait pas finalement la structure, même si c'était évidemment un product owner technique. Et de quoi elles étaient en charge, ces plateformes squad? Vraiment de s'assurer que le moteur continue à avancer. La maintenance, les aspects de release, l'outillage, etc. Un exemple au courant en ce moment de ce qui est en train de passer, là, il y a les versions d'Android, les nouvelles versions d'Android et de iOS qui sortent. C'est la plateforme squad iOS et la plateforme squad Android qui sont chargées de s'assurer que Dashlane est toujours compatible, que l'outillage est mis à jour, Xcode passe de version, etc. Donc ça, c'est vraiment leur mandat, s'assurer que les autres ingénieurs de la plateforme puissent travailler efficacement. Voilà, comme je disais, ça décline d'une stratégie engineering avec des OKR engineering qui sont plus globaux et chacun décline ça de façon roadmap technique, etc. Donc là, on était pas mal. On était début 2019. On avait nos 2 tracks, les mission teams d'un côté, les plateformes squad de l'autre pour l'investissement technique. Mais notre business, il avait mûri, il avait évolué. Et puis on était dans un mode où finalement, là, on commençait à être assez clair sur quels étaient nos segments business. La partie B2C, elle était assez mature. On était presque 10 ans après le démarrage de Dashlane. Le B2B, c'était un peu plus jeune, mais c'est pareil, on voyait bien la ligne business. Mais une des choses qui nous manquait un petit peu finalement, c'est avec ces mission teams, on allait démarrer une nouvelle équipe pour 3 mois, pour 6 mois, pour 9 mois, et puis après elle allait être dissoute, et puis on redémarrait une équipe, etc. Et ça faisait que l'équipe qui avait travaillé, par exemple, à cette époque-là, on a lancé un plan famille pour Dashlane. Donc on pouvait acheter Dashlane pour soi et sa famille et distribuer le truc. Mais l'équipe qui avait créé Dashlane, après, le plan famille, elle passait à autre chose. Et donc plus vraiment personne n'avait la maintenance réelle du plan famille. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une façon quand même d'avoir un peu plus d'ownership long terme, de responsabilité long terme sur le périmètre fonctionnel de Dashlane. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on est un peu revenu à l'origine du modèle de feature team, parce que nous on avait utilisé le modèle de feature team sur une partie, mais pas sur la partie feature. Et donc on a décidé de créer ce qu'on a appelé nous les core teams. En gros, on a pris tout le périmètre fonctionnel de Dashlane et puis on l'a découpé en tranches logiques, et on s'est dit il faut qu'on ait des équipes qui portent ces domaines fonctionnels, et à la fois en termes de maintenance, évidemment, s'assurer que quand il y a un bug ou quand il y a un souci ou quelque chose qu'on va améliorer sur une partie du domaine fonctionnel, il y a quelqu'un qui soit responsable de ça, mais aussi pour le faire évoluer, le faire progresser, etc. Donc c'était juste finalement une adaptation sur le modèle. On a toujours un peu itéré sur le même modèle, mais là on s'est dit voilà, on crée des équipes qui vont être long terme, 1 an ou plus, voire on a eu plusieurs années sur un domaine fonctionnel. On maintient cette notion de staffing cross-fonctionnel. Elles sont en charge d'une zone vraiment du feature set. Elles sont responsables pour la qualité, pour la maintenance de cette partie-là. Et évidemment, elles ont quand même des objectifs de faire avancer le sujet. Donc si je prends un exemple parmi les différentes core teams qu'on a là, la partie autofill engine experience, donc ça c'est vraiment le moteur qui dans le navigateur va identifier c'est un champ de login, c'est un champ de mot de passe, et aller choisir dans le coffre-fort de l'utilisateur la bonne info à pré-remplir. Eux, ils ont fait à la fois sur la dernière année des choses qui sont de l'ordre de l'évolution technique du moteur pour avoir un moteur plus performant, plus précis, etc. Et ils ont fait beaucoup travailler sur aussi l'expérience utilisateur, la façon dont on affiche l'interface, ce qu'on appelle les webcards dans le navigateur. Donc voilà, ils ont un enjeu d'amélioration de la performance de leur moteur. Donc voilà, on était à une notion de triple track, donc finalement nos plateformes squad pour la partie investissement technique,
nos core teams pour vraiment le support du périmètre fonctionnel d'Ashlen. Et on a quand même gardé les mission teams. On pourrait se dire, bon, bah, avec les core teams, on est couvert. Mais en fait, non, on a quand même gardé les mission teams en petite proportion pour garder un petit peu cette flexibilité-là de se dire, tiens, j'ai tel enjeu, tel projet sur lequel on a besoin d'investir. On va créer une équipe pour l'objectif. Et puis, une fois que l'objectif sera donné, sera terminé, ben, on passera à autre chose. Un point important, c'est qu'il faut s'assurer que les équipes quand même tournent un peu. Alors on essaie d'avoir à la fois de la stabilité et du focus, mais c'est bien qu'un ingénieur, il passe d'une équipe à l'autre aussi parce que ça lui permet de découvrir d'autres pans de la base de code, d'autres activités, et puis ça lui permet de progresser aussi. Alors vous pourrez me dire, bon, ça fait beaucoup de typologies d'équipes différentes, de constructions différentes. Comment est-ce qu'on aligne tout ça? Comment est-ce qu'on met tout le monde aligné? En fait, en pratique, tout s'imbrique finalement pas si mal que ça. On part d'OKR d'entreprises qui sont fixés pour l'année là c'est assez top-down, par l'exec team, c'est l'exec team qui définit les OKR d'entreprise. Ça se décline chaque équipe, chaque mission team, chaque core team, chaque plateforme squad, elle a ses propres OKR qu'elle construit dans le cadre de sa roadmap sur la base de ces OKR d'entreprise. Donc déjà ça aide à l'alignement. Ils génèrent leur roadmap sur cette base-là. Ils génèrent un plan de délivré qui est finalement agrégé aussi pour que tout le monde sache un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va livrer quand, et pour que le marketing, les ventes, le service client, ils sachent un peu ce qui se passe et ce qui va arriver dans les mois d'après. Et puis après, on a des rituels finalement assez classiques dans le day-to-day des opérations, à la fois les revues toutes les 2 semaines. On a les project managers, les scrum masters qui se font un point mensuel de synchronisation des roadmaps pour juste partager un petit peu où est-ce qu'en est tout le monde. On a ce qu'on appelle le quarterly rodeo. Alors ça, c'est un terme sémantique qui est un peu issu de l'époque où on faisait du staffing de façon très flexible. Et c'était un peu un rodéo parce qu'il fallait trouver le meilleur staffing pour la meilleure organisation. Mais on a maintenu le terme, mais fondamentalement, c'est juste un point de passage trimestriel où on revoit ce qui a été fait par les équipes le trimestre d'avant et puis on se projette dans le trimestre d'après. On a des démos en town hall toutes les semaines pour montrer les nouvelles choses à toute l'entreprise. Et on a beaucoup aussi de ce qu'on appelle le dogfooding, de tests internes par les employés. Dashlane, c'est l'avantage, c'est que c'est un produit qu'on utilise tous au quotidien chez Dashlane. Et donc on peut le faire utiliser par les employés, on peut le faire tester dans le cycle de vie. Donc tout ça fait que finalement, ça reste assez synchronisé, assez bien calé. Le seul point sur lequel on avait vraiment des soucis, et c'est un des points sur lesquels on a beaucoup travaillé là sur les 12 derniers mois, c'est les pratiques au sein des équipes. Parce que finalement, on avait beaucoup grossi, on avait quand même pas mal d'équipes, on a une vingtaine d'équipes qui chacune travaillait un peu dans son coin, certaines à New York, certaines entre les différents pays, certains au Portugal, etc. Et c'était un peu compliqué pour les stakeholders, c'était un peu compliqué même pour le service client de savoir ce qui se passait, d'avoir la cohérence des pratiques. Donc on a décidé de créer une sorte de playbook, en fait, de recueil de bonnes pratiques pour qu'au moins il y ait un langage commun et des pratiques communes à travers toutes les équipes. C'est pas le code civil, c'est pas l'objectif, c'est plutôt l'idée de se dire tiens, quand on fait du test AB, on s'est aperçu que ça marchait mieux si on le faisait comme ça et si on était organisé comme ça avec l'équipe data. Donc partageons, regroupons ces best practices et documentons-les. Alors ça venait aussi au fait que avec le Covid, on était maintenant beaucoup plus distribué et beaucoup plus remote, donc le mettre par écrit c'était important. Et puis voilà, on a travaillé un peu sur tous ces sujets-là. Vous voyez, il y en a plein et il y en a encore d'autres qu'on rajoute au fil du temps, mais comment est-ce qu'on gère les dépendances entre différentes équipes? Comment est-ce qu'on va aller en production? On a un produit où il faut soumettre au store, par exemple le Play Store, puis après il y a un progressive rollout, et ensuite il y a du feature flipping pour activer la fonctionnalité à une partie des utilisateurs. Comment est-ce que j'organise ça pour que chacun sache à peu près comment ça fonctionne, et puis que tout le monde fasse les choses de façon à peu près cohérente, ce qui fait que ça facilite la vie d'un nouvel arrivant chez Dashlane ou de quelqu'un qui va passer d'une équipe à l'autre, parce qu'il y a une certaine cohérence et des pratiques communes. Alors c'est toujours quelque chose qui est, bien évidemment, comme vous avez pu le voir, on itère, on continue à évoluer, on continue à changer. Donc qu'est-ce qui est bien aujourd'hui par rapport à qu'est-ce qui est moins bien? Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a une organisation qui est relativement claire. En tout cas, les gens, quand ils sont dans leur équipe, ils savent à peu près sur quoi ils travaillent. Si je suis dans une plateforme squad, je vais travailler sur des sujets techniques. Si je suis dans une mission team, j'ai un objectif donné que je sais que je dois accomplir avec le reste de mon équipe. Si je suis dans une core team, je suis plus dans une notion de pérennité de mon produit, d'amélioration d'un périmètre fonctionnel de mon produit. Donc ça donne beaucoup de clarté aux membres des équipes. On s'assure qu'on investit au moins de façon à peu près équilibrée sur les différents enjeux, sur le produit, sur la technique, sur l'innovation. Et ça donne plus un peu d'ownership aux équipes. Quand on est dans l'équipe, on sait, comme on est clair sur ce sur quoi on travaille, comme on a un focus clair, on a aussi plus de sentiment d'appartenance.
Alors les difficultés par contre, c'est que bien évidemment ça marche à une certaine taille. Alors on n'est pas non plus à 50 000, mais je pense que c'est des modèles qui sont peut-être un peu compliqués à porter avec toute cette construction d'équipe quand on est plus petit. Alors il faut probablement fusionner un peu les besoins. Évidemment, on a toujours le risque de staffing. Il y a toujours des équipes qui disent ah mais j'aurais besoin d'avoir des gens en plus et je peux pas avancer suffisamment vite parce que j'ai pas suffisamment de monde. Mais bon, ça on fait comme on peut et il faut faire très attention à pas trop se distribuer ou trop s'éparpiller parce que sinon on n'arrive pas à avancer. Donc ça c'est plutôt mon rôle d'une certaine façon de m'assurer que on a des équipes qui sont bien équilibrées et qui ont les bonnes personnes pour aboutir à leurs résultats. Et le dernier point sur lequel il faut être vigilant, c'est pour ça que je parlais de la rotation des équipes, la rotation des gens entre les équipes, c'est qu'il faut éviter les silos. Effectivement, quelqu'un qui va travailler dans la core team monétisation, il va se concentrer sur les systèmes d'abonnement, le paiement, la conversion des utilisateurs, etc. Et donc ça, c'est très intéressant. Mais si on fait ça pendant un an, voilà, on a créé un petit silo et parfois, c'est bien de changer un peu de crèmerie. Même si souvent les membres d'équipe, ils aiment bien être dans leur petite famille et ils aiment bien être dans leur petit cocon et il faut parfois un peu les violenter pour leur dire ouais, ce serait bien que tu passes à autre chose, mais c'est important, donc c'est quelque chose qu'on essaie de stimuler à la fois pour des besoins business d'un certain côté, mais aussi parce que c'est bien pour eux. Voilà, je crois que je suis au bout du temps, ou quasiment. Juste quatre apprentissages qui sont tous liés au fait que finalement, il faut itérer. Hein, l'organisation, c'est comme le produit, il faut itérer, il faut tout le temps changer. Mais globalement, ce que je veux partager avec vous, c'est vraiment important d'essayer de trouver le bon mix entre la partie technique et la partie business. Ça paraît une évidence, mais c'est tellement dur, je trouve, à faire. Et moi, qui suis le directeur technique, et j'ai dû tellement me battre, que ce soit chez Dashlane, dans mes précédentes structures, pour faire passer ce message-là, de se dire, OK, on ne peut pas construire un produit sur des sables mouvants, il faut des fondations techniques saines, il faut investir dedans. Et on le voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'auto-évalue nos plateformes techniques, on a des plateformes Android et iOS qui sont très saines. On a une plateforme back-end, infra, API qui est très saine. Et aujourd'hui, notre plateforme web, front, l'extension d'un navigateur, elle n'est pas saine et il faut qu'on investisse plus dessus, quoi. Donc ça, c'est hyper important de trouver ce bon mix et il varie évidemment au cours du temps. Focus. La clé, éviter de switcher tout le temps d'idées, éviter de switcher tout le temps de stratégie. Les gens, ils ont besoin de savoir où ils vont, ils ont besoin d'être sur des rails pendant un certain temps. Après, on peut changer de direction, mais le focus, c'est sûr qu'on ne fait pas 50 trucs à la fois, c'est extrêmement important. Itérer, expérimenter, apprendre. On n'a pas la science infuse, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous, on s'inspire de ce qu'on pense tous ensemble, on se challenge, on brainstorm. Un des sujets, par exemple, du moment sur lequel on se dit, OK, est-ce qu'on ne devrait pas changer des choses? On a beaucoup parlé de playbook de pratique ces derniers mois chez Dashlane. Donc ça a eu des beaux avantages, par exemple, sur les prévisions, dire à l'équipe marketing, cette nouvelle fonctionnalité, elle va sortir à telle date et ça vous permettra de faire une campagne marketing dans la foulée. Ça, même dans un mode agile, on a donné beaucoup plus de visibilité, et donc ça c'est pas mal. Mais un des sujets où on trouve qu'on n'est pas encore sur mon bon, c'est sur la vélocité de l'équipe, parce qu'il y a trop de points de friction, etc. Donc c'est probablement des sujets sur lesquels on va vouloir travailler et continuer à apprendre et progresser tous ensemble dans les mois qui viennent. Et pour ça, on va expérimenter des choses diverses et variées. Alors je ne sais pas lesquelles, on verra, mais c'est important. Et puis le dernier point, c'est l'impact. Alors là, j'ai parlé un peu de delivery, etc. Mais est-ce que ça a un impact sur nos utilisateurs? Est-ce que ça a un impact, alors Isaac Getz, il dit un impact social? En tout cas, j'espère que nous, on sert notre propre mission, mais est-ce que nos utilisateurs, ils sont contents de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on leur apporte? Et ça permet à l'entreprise de grandir. Et ça, c'est vraiment toute l'entreprise qui doit être partie prenante là-dedans et pas juste le product engineering qui livre des nouvelles fonctionnalités. C'est pas suffisant. Voilà. Et puis parce que je vais faire un peu d'auto-promo, vous pouvez essayer Dashlane avec le code AES21 en allant sur le site de Dashlane. Je vous encourage vivement à utiliser ou à utiliser un de nos concurrents. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais utiliser un gestionnaire de mot de passe aujourd'hui, c'est vraiment une bonne pratique, je pense. Merci beaucoup. Alors, on a gardé un temps de tes questions-réponses. Donc, bonjour, merci beaucoup. Super, j'ai pris plein de notes. Je suis déjà utilisateur de Dashlane. Super. Dans toute la boîte, je ne sais pas si le code marche. Non, ma vraie question, j'ai trouvé ça super et ça m'intéressait que tu reviennes un petit peu sur la rotation. Tu en as parlé plusieurs fois. Et c'est un peu, j'imagine qu'il y a un certain dosage ou un certain niveau. Comment ça marche en fait la rotation? À quelle fréquence les gens changent, etc. Pendant assez longtemps, on a eu un exercice de staffing qui était trimestriel. Finalement, on faisait le rodéo dont je parlais tout à l'heure. Là, on avait et d'ailleurs, c'était assez ritualisé parce qu'on faisait généralement le rodéo la première semaine du dernier mois du trimestre. Donc là, en l'occurrence, on a fait le rodéo de Q3 il y a 10 jours.
Et dans la foulée de ce rodéo-là, finalement, les équipes disaient tiens, moi, dans le trimestre prochain, j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de faire ça, etc. Et donc, j'aurais besoin d'avoir une personne sur iOS en plus ou une personne, etc. Et donc, derrière, on faisait un gros exercice de staffing qui était fondamentalement un gros fichier Excel avec toutes les équipes, toutes les personnes. Et en fonction des arrivées, des départs, en fonction des envies des gens, en fonction des besoins des équipes, voilà, on discutait tout ça. Et avec les membres de l'équipe, on maximisait le staffing pour le trimestre d'après. C'était aussi lié au fait que pendant assez longtemps, on avait un nombre, et c'est toujours le cas, mais on avait un nombre beaucoup plus réduit de personnes par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc à un moment, il fallait faire des choix. Et donc on décidait de ne pas démarrer telle équipe ou de ne pas renforcer telle équipe parce que ce n'était pas le choix du moment. Voilà. Donc ça, c'était le staffing tel qu'on faisait traditionnellement. Et puis là, plus récemment, on a décidé finalement de se dire que, en gros, avec plus de stabilité sur la façon dont on fait les choses avec les core teams, plus de stabilité surtout sur la taille de l'organisation, etc., on n'avait probablement pas besoin de faire cette espèce de gros exercice de Shark Tank tous les trimestres, mais passer dans un mode plus de staffing en continu. Donc là, on expérimente un staffing en continu, donc on a lâché l'affaire sur le staffing trimestriel. Et en fait, on le fait au moment où il y a des choses qui se passent. Donc quand il y a quelqu'un qui arrive, on discute et on définit où est-ce que cette personne-là pourrait apporter le plus de valeur à une nouvelle équipe. Quand il y a quelqu'un qui part, on définit comment est-ce qu'on va la remplacer ou pas. Et puis, on fait les choses plus de façon ad hoc et de façon plus finalement agile, sûrement d'un point de vue staffing. Ça reste quand même un exercice assez compliqué parce que il faut quand même prendre en compte tous ces paramètres et toutes ces variables-là. Mais au moins, on le fait au moment opportun en fonction de ce qu'on sait à cet instant-là. Voilà. Tu as une question à distance. Oui. Qui définit les rôles, les OKR chez Dashlane et quel rôle? Alors les OKR au niveau de l'entreprise, c'est très clairement l'exec team. Alors on le fait pas tout seul, mais en gros, c'est notre CEO qui décide, voilà, ça va être les OKR pour l'année. Et d'ailleurs, on les fait souvent un peu évoluer en milieu d'année, mais ça, c'est très top-down. Après, les OKR de chaque équipe, c'est l'équipe qui le définit. Alors on leur demande à ce qu'il y ait un lien et évidemment que ça cascade un peu des OKR d'entreprise, mais c'est l'équipe elle-même qui va définir ces OKR. Il y a beaucoup de discussions avec le management, avec tout le monde, les stakeholders, etc. Mais c'est vraiment l'équipe qui le définit. Et en particulier les OKR, la façon dont on va mesurer le succès, ça c'est vraiment très clairement l'équipe. Alors les OKR, ça pourrait faire un talk à part entière parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aurais deux choses à partager. Moi je trouve la difficulté autour des OKR encore aujourd'hui chez Dashlane, c'est on a toujours tendance à vouloir rebasculer sur des mesures qui est une initiative, quelque chose qu'on a livré ou quelque chose qu'on va faire et accomplir, alors que c'est pas suffisant. Donc souvent on dit aux équipes, vous pouvez avoir des initiatives qui vont soutenir vos OKR, mais il faut qu'ils soient quand même mesurables. Et puis l'autre difficulté, mais ça c'est peut-être une difficulté éternelle, c'est quel est le niveau d'ambition de l'équipe sur les OKR. On a des équipes qui ont tendance à être toujours trop ambitieuses et puis après ils sont un peu frustrés parce qu'ils sont loin de leur objectif, ou vice-versa. C'est moins le cas, on a souvent plutôt les gens qui sont trop ambitieux que pas assez ambitieux. Mais ça, c'est toujours quelque chose, un curseur difficile à trouver. Bonjour. Merci déjà pour ce retour d'expérience qui est a priori sur plusieurs années, ce qui est très rare et très riche. Ma question, c'est est-ce que vous vous êtes posé la question d'utiliser Safe? Et si oui, pourquoi vous ne l'avez pas implémenté? C'est une bonne question. La question est facile, mais... Non, c'est vrai, mais c'est... Alors ça, c'est un petit peu ma philosophie à moi, mais en fait, que ce soit Safe, Scrum, Kanban, Waterfall, même si on revient à des choses qui sont moins agiles, ça reste que des outils. Et donc, on a, comme je disais au début, en 2014, ils avaient mis Scrum vraiment by the book, ils avaient fait vraiment l'orthodoxie pure. Et en fait, la réalité du terrain, c'est que c'était pas vraiment ce dont on avait besoin. Donc moi, je suis pas dans un mandat de tiens, on va utiliser tel framework, etc. Je suis plus dans un on s'inspire de ce qui fait autour de nous et puis on applique les outils qui nous paraissent être les bons. Donc typiquement, quelque chose qui a été pas mal documenté dans Safe, c'est le release train. Et ça nous va bien parce qu'on a des applications natives. Donc forcément, on a un train de release où on va soumettre à l'iOS Store ou Play Store, etc. Donc dans cette notion-là, on prend le release train et on a cette cadence-là liée à un release train. Mais on va aller chercher chez Safe de l'inspiration sur des choses qui nous paraissent adaptées à notre environnement, plus que de se dire tiens, on va prendre Safe et on va le plaquer tel quel sur Dashlane. Et d'ailleurs, on n'a pas de mandat aux équipes de se dire tiens, vous devez travailler comme ça. Il y a des équipes qui vont travailler plutôt en Scrum, ou en tout cas dans une variante de Scrum, il y en a d'autres qui sont plutôt en mode Kanban, et puis chacun fait un peu comme il veut. Et j'irai même un cran plus loin quand alors on a une fonction depuis maintenant 2 ans chez Dashlane de chef de projet. D'ailleurs, on les appelle Agile Project Manager.
Alors c'est un peu une dualité peut-être de dire ça, mais parce que en fait, en fonction de l'équipe dans laquelle ils vont être et en fonction de où est-ce qu'ils vont venir avoir un impact, ben, on leur demande de s'adapter. On leur demande en fait, de prendre l'équipe, de voir avec l'équipe c'est quoi le besoin de l'équipe, c'est quoi la typologie de leur projet, et de trouver les bonnes approches et de faciliter le travail de l'équipe, quelle que soit l'approche qu'ils vont prendre. Et être un chef de projet qui est finalement en train de faire du consultant d'une certaine façon ou du coaching agile à l'équipe data, ce qui nous arrive, c'est pas du tout la même mécanique que si je prends un projet de compliance où on sait que de toute façon il faut être compliant à telle date et c'est du waterfall, il faut juste délivrer, quoi. Donc voilà, on leur demande beaucoup de flexibilité dans leur approche. Je sais pas si je réponds à la question. Je prends encore une à distance, on va faire une sur deux. Est-ce que les rapports entre les devs des missions de team et les squads qualité technique et amélioration, évolution de la stack ne sont pas compliqués si certains ont l'impression de devoir corriger les erreurs techniques des autres? Je suis curieuse de connaître leur manière de collaborer. Alors effectivement, la partie qualité à proprement parler, c'était justement un des problèmes des Mission Teams, parce qu'à la fin de la Mission Teams était dissoute, et donc il n'y avait plus vraiment personne qui se trouvait dépositaire de la maintenance et de la qualité de la fonctionnalité, et tout ça, ça tombait sur la plateforme Squad. Comme on a dit que la plateforme Squad maintenait la plateforme technique, finalement, ils se retrouvaient aussi avec tous les bugs. C'est aussi pour ça qu'on a créé les core teams en se disant, on a besoin de gens qui sont propriétaires d'un périmètre fonctionnel. Donc aujourd'hui, finalement, s'il y a un bug qui touche autofill, ça va aller dans les core teams autofill. S'il y a un bug qui touche monétisation, ça va aller dans la core team monétisation. Les mission teams, elles sont propriétaires de leurs bugs au moment où elles existent sur leur projet ou leur projet en cours. Et les plateformes squad, elles récupèrent plutôt les bugs, on va dire, génériques, techniques, genre les crashs qui sont liés à des évolutions de framework techniques ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, ça marche pas trop mal, en tout cas en termes de distribution, on va dire, des bugs et de la qualité. Après, là où c'est vrai que chaque équipe a quand même une partie d'investissement technique à faire dans son périmètre à elle. Donc à savoir, si je suis une core team et que je travaille sur le login et l'authentification, évidemment que je vais pouvoir investir un peu de temps pour refactorer le login flow pour s'assurer qu'il soit plus efficace et que je puisse travailler de façon plus efficace. C'est pas forcément la plateforme Squad qui a porté ça. Donc il y a une certaine forme de répartition de cette responsabilité technique de façon précise à chaque équipe au fil du temps. Alors, encore merci pour cette présentation. J'aurais peut-être 3 questions pour vous. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de learning dans la Feature Development Cycle. Du coup, je voulais demander si c'était une instance de learning que vous partagez entre des équipes, en fait, où chaque équipe ou chaque core team ou platform team a sa session de learning, ou c'est plutôt une session de learning qui est partagée entre équipes. Donc, c'était ma première question. Alors, je réponds juste à la première question, comme ça m'évitera d'oublier la première question quand on arrivera à la troisième. Tout ce qui est apprentissage, de toute façon, ça se fait à tous les niveaux. Pour moi, ça se fait au niveau individuel, au niveau collectif de l'équipe, et puis au niveau à toutes les échelles de collectivité. Donc, effectivement, comme classiquement, pour le coup, dans une organisation un peu agile, les équipes, elles font des rétrospectives, elles essaient de progresser au fil du temps. Souvent, quand il y a des choses intéressantes, on partage ces learnings au niveau de tout le product engineering. Donc, on leur demande d'ailleurs souvent, en particulier sur les gros chantiers ou sur les grosses features, de partager leurs apprentissages à la fois au reste de l'organisation et même au reste des employés. Donc voilà, ça c'est vraiment à tous les niveaux. Et là, je parle plus structurellement organisationnel, mais il y a un véritable apprentissage de l'organisation à ce niveau-là. D'accord, merci. Et est-ce que vous utilisez ces learnings aussi pour prendre des décisions produits, ou c'est plutôt au niveau du processus? Alors, tout ce qui est feedback utilisateur, ça permet d'apprendre, de faire évoluer le produit. Donc là, j'ai beaucoup parlé plutôt d'apprentissage, effectivement, d'organisation et structurelle, mais évidemment que on a un produit qui évolue en continu et qui, sur la base de nos retours utilisateurs, des sujets qui sont remontés dans le service client, des métriques qu'on a sur notre produit, est en continuel apprentissage et en continuelle évolution. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait du test AB, c'est pour ça qu'on mesure beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on fait du focus group, je ne sais pas comment on dit exactement, mais on sonde beaucoup nos clients. Merci. Et dernière question, en fait, donc vous avez monté une organisation, plateforme team, core team et mission team. Est-ce que vous travaillez sur un seul produit? Parce que je ne connais pas beaucoup Dashlane, où il y a plusieurs produits en fait et les équipes partagent les produits. Non, c'est un seul produit. Alors effectivement, le logiciel Dashlane, c'est un seul logiciel qui est pour tout le monde.
mais dans lequel effectivement on a découpé le pan fonctionnel en fonction de si c'est des fonctionnalités qui sont plutôt pour l'administrateur en entreprise qui a besoin de déployer et d'administrer Dashlane en entreprise, ou la brique d'autofil qui se passe dans le navigateur, ou etc. Donc c'est comme ça qu'on a déployé, mais à la fin c'est un seul produit, un seul logiciel, et d'ailleurs c'est une des complexités de notre produit de savoir que toutes ces équipes-là elles vont travailler en parallèle, mais elles vont toutes finalement livrer dans un seul binaire logiciel. Il y a une seule application Android, et donc tous les développeurs Android ils doivent s'assurer que tout ça marche de façon cohérente. On continue à distance. Vous vous êtes fait accompagner au cours de ces différentes étapes ou vous vous êtes lancé en solo? Non, on a fait tout seul. Ça, c'est pareil. C'est plus ma philosophie à moi. Je pense que finalement, à partir du moment où on se remet en question de façon continue et puis on essaie de toujours avancer, c'est aussi notre propre chemin qu'il faut construire nous-mêmes. C'est à nous de nous autoconstruire. Je ne suis pas certain que quelqu'un qui vienne de l'extérieur il puisse nous apporter ça. Moi, j'ai plutôt la vision que si on a besoin de conseils de l'extérieur, c'est justement au moment où on n'arrive plus à avancer, on commence à être un peu bloqué, on se dit tiens, là j'ai l'impression que j'arrive pas à trouver les solutions moi-même et avec le reste du groupe, donc essayons d'avoir une perspective extérieure. Et ça nous est arrivé sur des sujets ponctuels, mais en l'occurrence pas sur celui-là. Un des sujets sur lesquels ça nous est arrivé, il y avait une époque où justement notre infrastructure de release, donc là c'était un sujet plutôt technique, on était bloqué, ça marchait pas bien, etc. Et on n'arrivait pas à passer un cap et on s'est fait aider. Il y a quelqu'un qui est venu voir et nous aider à améliorer ça. Mais voilà, je suis plus dans un mode précis comme ça. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce partage. Moi j'ai une question à propos justement du lien entre les squads et le business. Est-ce que à un moment tu as évoqué le product marketing? Est-ce qu'il y a des profils qui sont directement intégrés dans les squads ou pas? Ou comment effectivement ce lien-là peut s'opérer? Alors autour de chaque équipe, on a un certain nombre de points de référence. Alors on n'en a pas complètement intégré dans les équipes parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, mais le classique c'est autour d'une core team, tu vas avoir effectivement quelqu'un du product marketing, quelqu'un du service client, souvent quelqu'un de l'équipe sales, quelqu'un de l'équipe data qui sont les points de référence à l'équipe pour s'assurer qu'ils suivent ce qui se passe et puis ils donnent leur input, et voilà, c'est les stakeholders autour de l'équipe. Autour des plateformes squad, comme on est sur des sujets plus techniques, c'est pas forcément toujours comme ça. On va plutôt aller chercher la personne en fonction du besoin. Donc par exemple, si on va au moment où il y a la nouvelle version d'Android qui sort en bêta, là on sait qu'il y a telles fonctionnalités qui vont être intéressantes pour nous. La plateforme squad, elle va travailler avec le product marketing pour faire un article de blog ou faire une communication autour de ça. Donc ça va plutôt être ad hoc. J'ai une question encore à distance. Comment est-ce que vous formez vos collaborateurs à vos ways of working? Ont-ils une connaissance agile, théorique de Scrum, par exemple? Alors honnêtement, on ne fait plus trop ça. On a eu effectivement des formations plus Scrum, etc. dans le temps. Aujourd'hui, on s'aperçoit finalement que, alors peut-être que c'est une erreur, mais que les gens, ils ont quand même un bon vernis de compréhension de ce que c'est l'agile, parce que ça fait quand même quelques années que c'est là. Donc c'est pas tellement sur ça qu'on va les former, c'est plutôt sur comment nous on fait les choses chez nous. Donc typiquement le playbook, là, le feature development cycle, ça on l'a aussi documenté et rédigé pour que ce soit lisible par d'autres. Alors c'est peut-être un peu trop indigeste, mais en tout cas ça a été documenté dans cette perspective-là. Et puis il y a beaucoup de formations qui se fait surtout au sein de chaque équipe. Donc si je suis un nouvel arrivant, là on a une nouvelle développeuse qui arrive cette semaine, qui va aller dans l'équipe monétisation, et c'est l'équipe qui va se charger de la former un peu sur le tas, sur les pratiques, etc. Donc c'est plutôt comme ça qu'on le fait aujourd'hui. On n'a pas un truc très très structuré à ce sujet-là. Ok, on va prendre une dernière question ici. Bonjour, je trouve ça super intéressant l'évolution de l'organisation, et du coup j'avais plus une question, j'étais curieuse de savoir en tant que CTO, du coup c'était quoi votre périmètre et sur quel sujet vous travaillez au jour le jour, hein. Donc on voit bien que vous êtes bien les mains dedans côté orga, et après c'était pour voir de manière plus large. Oui, ça c'est marrant, c'est une question assez classique de c'est quoi le rôle du CTO dans une organisation comme ça. La façon dont je le décris classiquement, c'est que 50% de mon temps, c'est du people. C'est vraiment la gestion des gens, parce qu'en gros, s'il n'y a pas d'équipe, on ne délivre pas. Et donc, ça va de tout le cycle de vie de l'employé, du recrutement, l'onboarding, la vie de l'employé, et puis son départ. Donc ça, c'est vraiment la moitié de mon temps. Il y a 30% de mon temps qui est l'opérationnel, qui est ça. S'assurer que la structure qu'on a, l'organisation qu'on a avec l'équipe produit, etc., c'est la bonne organisation pour qu'on puisse servir le client et servir notre business. Et puis finalement, paradoxalement, les 20% restants, c'est la partie technologique, mais qui est aujourd'hui finalement assez petite chez moi, qui m'assure juste qu'on a une rotation, on sait à peu près où est-ce qu'on va d'un point de vue stratégique technologique, et puis on a les bonnes personnes pour réfléchir et faire les choses techniques qui vont bien.
Mais voilà. Tu réponds rapide, on peut en prendre une dernière. Ah, voilà. Merci. Moi, je me demandais si les équipes étaient accompagnées par des coachs, parce que vous dites que donc vous les intégrez, que tout le monde est agile et que en fait c'est facile quelque part. Enfin, je fais exprès d'être Non, c'est pas provoque. facile. Donc je suis d'accord sur le faire, où très rapidement on peut monter en compétence sur le faire en agilité, mais en être, comment vous travaillez là-dessus? Aujourd'hui, c'est les project managers qui portent cette responsabilité finalement de coacher les équipes et d'ailleurs aussi de partager finalement un peu la bonne parole au travers des équipes. Donc ça, c'est vraiment porté par eux. Mais je suis complètement d'accord, ça c'est surtout orienté sur on va dire l'exécution et le faire au quotidien. L'être, c'est beaucoup plus compliqué et ça, c'est plus porté par le management, par le leadership, à s'assurer qu'on essaie de maintenir ce genre de philosophie. Et d'ailleurs, une des difficultés, c'est par exemple, on a un nouveau CEO depuis le début d'année 2021 et qui on va dire, est un peu moins agile, en tout cas dans son état d'esprit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'éduquer et comment est-ce qu'on fait pour qu'après ça diffuse depuis de en haut vers le bas quand on a changé de leadership. Mais ça, c'est un peu mon bâton de pèlerin à moi avec le Chief Product Officer et avec tout le reste du leadership pour accompagner ce mouvement-là. Et c'est pas forcément facile. Et peut-être que d'ailleurs, c'est un des sujets où on pourrait se faire accompagner par l'extérieur, mais il faut aussi que les personnes concernées aient envie de ça. Je crois. Oui, on n'a pas de coach en interne parce que la responsabilité elle est plutôt distribuée et partagée. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on a construit la carrière pass pour nos project managers, de dire tiens, je suis un jeune chef de projet intermédiaire confirmé, etc. On a fait une branche après à un moment où on se dit soit on va plutôt vers un rôle managérial, on commence à manager les autres project managers, donc un rôle plutôt people, et on a fait une track d'expertise qui est plutôt justement agile coaching, etc. Mais on n'en est pas encore là parce qu'on a une structure qui est encore un peu petite et qui on n'a pas eu le besoin et forcément de faire maintenant. Mais ça arrivera probablement. Merci, c'est bon pour les questions. Oubliez pas, sur la porte, là, vous allez avoir un QR code de Rôti Express pour justement Voilà. commenter ou en tout cas noter la prestation de Dashlane. Merci à vous. Merci à tous.